Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Oracle Magie & Co, la quête de Sunitage, publiée en auto-édition. Dans ce second tome, nous allons retrouver Sibylle, Célène, Dimitri, Jacob, Charlie et Dick. Mais avant de vous en dire plus, je tiens à vous prévenir de ce qui va suivre pourrait vous révéler des informations spoilantes pour votre lecture du tome 1. Après, comme toujours, c'est vous qui choisissez. Depuis la dernière aventure, Sarah, la grand-mère de Sibylle, n'est plus. Elle s'est sacrifiée afin de protéger Dimitri et le monde magique. Après son décès, Sibylle et sa meilleure amie Célène ont appris qu'elles étaient officiellement sœurs. Sarah a adopté légalement Célène quand elle était encore qu'une ado, révoltée et fragile. Elle leur a écrit à chacune une lettre et leur a respectivement légué l'immeuble et la boutique. Comme l'immeuble est à reconstruire partiellement après l'explosion de gaz, les filles décident de s'en séparer pour recommencer une nouvelle vie ailleurs. Dimitri a réussi, grâce à l'aide de ses nouveaux acolytes humains, à défier son chef devant les membres de son clan. Tikala, la magister d'Europe et des États-Unis, a accepté à contre-cœur. Avec Eric, ils ont tenté de tricher, mais c'était sans compter sur les inséparables Célène et Sibylle, leur gangster de fantômes Dick et le très spécial Jacob. Une fois le chef des Electi au sol, Dimitri refuse de l'achever et réclame à sa chef le droit de partir vivre chez les humains, et ce, même si pour ce faire, il doit renoncer à ses pouvoirs. Tikala accepte avant de retourner les lois de leur peuple contre lui. Un non-mage n'a pas le droit de connaître l'existence des mages sans le payer de sa vie. Dimitri arrive à fuir in extremis. La bande retourne à la planque ultra sécurisée de Charlie en attendant que les choses bougent dans un sens ou dans un autre. Après des recherches poussées, Charlie, le hacker de génie ami d'enfance de Jacob, a découvert que l'ancêtre de Sibylle, une certaine Elizabeth Caldwell, a laissé derrière elle une propriété à la Nouvelle-Orléans. Après s'être entretenu avec Maître Laurent, le notaire de Sarah, il s'avère que cette maison lui appartient bien et qu'elle peut à tout moment s'y rendre. Comme la communauté des mages ne réagit pas et que toutes les pistes qu'ils suivent dans leur enquête pour découvrir les manigances de la magistère Tikala les mènent à la Nouvelle-Orléans, le groupe décide de s'envoler pour les États-Unis. Mais pas facile pour un groupe de voyager incognito, surtout quand l'un d'entre eux est recherché par les siens et par la police humaine pour meurtre. Heureusement, Charlie a la solution. Il a infiltré des services gouvernementaux et a officiellement intégré son ami inspecteur de la police criminelle à Interpol dans le cadre d'une enquête visant à trouver un serial killer qui sévit depuis plusieurs décennies entre la France et les Amériques. Lui s'est donné le rôle de consultant média. Adoubé par son ancien chef à la police, Jacob n'a plus d'objection recevable. Pour financer leur voyage, il va utiliser l'argent sale caché par les flics ripoux à la solde des mages. Ils ont tous eu des accidents en représailles de leur implication dans l'affaire opposant les mages aux frères Zlotov, des trafiquants d'armes notoires de la mafia russe. Un jet privé facilitera grandement leur fuite. Une fois arrivé à la Nouvelle-Orléans, le groupe doit s'organiser. La location est spacieuse et va peut-être permettre aux deux couples fraîchement formés que sont Célène et Jacob et Sibylle et Dimitri de prendre quelques heures juste pour eux avant de se relancer dans la bataille. Le rendez-vous avec le notaire en charge de la propriété depuis la disparition de sa propriétaire officielle est supposé les rencontrer le lendemain. En attendant, les couples ont quartier libre et Charlie peut hacker et organiser toute son industrie numérique. L'heure de la visite à la propriété réputée hantée de son ancêtre est arrivée. Une fois le porte passé, Sibylle est accostée par Jean Lafitte Jr. Ce jeune homme, d'une vingtaine d'années, est un parent du célèbre pirate du Bayou et est le gardien d'Elisabeth. Sa mission était de protéger la maison envers et contre tout jusqu'à l'arrivée d'une descendante. 120 ans se sont écoulés depuis qu'Elisabeth lui a confié cette tâche solitaire, et Jean est ravi de pouvoir de nouveau parler avec une humaine et l'est encore plus quand il constate que Célène et Dimitri sont aussi capables d'interagir avec lui. Il transmet à Sibylle la lettre écrite à son attention par Elisabeth et donne une lettre écrite par son ancêtre à Célène. Jean a tout de suite ou presque reconnu en elle Morgane la fée. Sa nature féerique expliciterait pas mal de choses mais pose aussi beaucoup d'autres questions. Dans sa lettre, Sibylle apprend l'histoire de son ancêtre et de sa lignée de médiums, ainsi que le commencement de toute cette haine et de vengeance engendrant encore des morts un siècle plus tard.
Célène, elle aussi, apprend des choses sur ses racines bretonnes et sur sa nature féerique. Leur enquête doit continuer en dehors des murs de la maison d'Élisabeth. Mais Jean y est attaché grâce à la magie des fées. Élisabeth avait prédit qu'elle serait en mesure de le libérer, ce qui est techniquement le cas grâce au sang de Jarod. Mais Jean, qui ne s'est pas amusé comme ça depuis 120 ans, refuse d'en rester là. Célène, qui a un patrimoine génétique de fées, va alors essayer de fusionner avec lui pour qu'il puisse sortir sans pour autant l'envoyer dans l'après. Avec l'aide de son groupe, la fusion marche et Jean peut maintenant communiquer avec le mafieux ou Borsalino des années 50, Dick Malone. De retour à la maison, les deux fantômes vont partir explorer la ville. Charlie va explorer les nouvelles données récoltées et les deux couples vont s'accorder une pause restaurant et tendresse. Au restaurant, ils vont tomber sur une gamine des rues du nom de Leto. Dimitri ignore pourquoi, mais il se sent concerné par cette petite, au point de lui coller un traceur fourni par Charlie. Comme le disait Élisabeth de son vivant, rien n'arrive par hasard, et vous allez pouvoir constater, comme notre fine équipe, à quel point elle avait raison. Un second tome dans la lignée du premier, des personnages que l'on a plaisir à retrouver et à continuer de découvrir, des intrigues qui en attirent d'autres, des réponses qui appellent plus de questions encore, le tout sur un rythme soutenu, sans véritable temps mort. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 23 août prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.